Bienvenue dans le Voyage des héros, le podcast où chaque semaine, un invité me raconte son aventure extraordinaire. Des défis, des victoires, des leçons de vie. Prêt à embarquer pour un nouveau voyage? C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le storytelling, le voyage des héros. Et aujourd'hui, le héros que nous accueillons, c'est Camille Autrusso, conseiller financier, qui vous aide à réinventer votre quotidien financier. Bonjour Camille, est-ce que tu peux nous raconter ton voyage? Bonjour, et puis merci surtout de m'inviter dans ce magnifique podcast. Alors, moi, ça fait 44 ans maintenant que je suis ici. On peut dire pour certains, on fait partie des anciens. J'ai commencé il y a longtemps quand je voulais être maître chien, jeune. Voilà, j'aimais beaucoup les chiens, cette approche avec les animaux, la proximité, le rêve, en fait, c'était de pouvoir côtoyer le bien-être avec les animaux et un autre métier qui me plaisait énormément, qui était dans la police à l'époque. Donc, maître chien chez les policiers, fallait un bac. Donc, on va faire des études dans ce sens-là. Pas forcément très scolaire, puisque voilà, j'étais atteint de dyslexie assez forte et mes parents étaient enseignants, donc j'avais tout un mode autour de moi scolaire. Le soir, on parlait école, pendant les vacances, on parlait école et on parlait tout le temps école. J'ai fait le choix de passer un bac en comptabilité, puisque j'étais très à l'aise avec les chiffres. Et suite à l'obtention du bac, je me dis, bon, ben, ça y est, on commence une nouvelle vie, je passe le concours de police, je suis reçu, donc très heureux, une excellente note en plus en français, alors que en toute franchise, pour un dyslexique, c'était quelque chose de plutôt compliqué. Et au moment de passer les examens médicaux, on me dit, ben voilà, la semaine dernière, il y a un nouveau décret sur les yeux qui est sorti. Vous ne rentrez plus dans les cases. Très grosse déception, j'ai 20 ans, je me pose la question, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je me retrouve en plus, on est au mois d'octobre, donc plus possible de reprendre des études, ce genre de choses. On lâche rien. J'ai travaillé pendant 1 an, j'ai fait 1 an de boulot en usine et tout. Et puis je me dis, voilà, j'ai envie de faire quoi demain? Je repars sur un bac. Donc, je vous avoue, ça fait un peu bizarre parce que, à 21 ans, vous arrivez avec des petits jeunes. J'ai fait en 1 an première et terminale, donc les cours en même temps. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS, alors en informatique de gestion, qui n'a plus rien à voir avec la comptabilité. Mais voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise, donc je suis parti là-dedans. J'ai fait plein de métiers ensuite. Je suis parti dans de l'informatique, j'étais responsable de centres culturels, par exemple chez Leclerc, j'ai travaillé chez Pôle emploi, j'ai fait les marchés, des boulots divers et variés, mais qui m'ont appris une chose, c'est que il n'y a pas de sous-métier, en fait, il y a pas de faux travail, il y a ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui est important aussi. À côté de ça, j'avais la chance de pratiquer beaucoup de sport. J'avais une moyenne, voilà, quand j'étais plus jeune, de 20 heures de sport par semaine à peu près, avec pratique de basket, les sports de combat, ce genre de choses. Et j'appréciais énormément le sport pour pouvoir vraiment me libérer l'esprit. Souvent, on dit, voilà, faut un corps sain avec un esprit sain. Moi, ça me permettait vraiment de retrouver un bien-être personnel avec ce sport. Et ces différents métiers m'ont emmené dans le travail que je fais encore aujourd'hui, qui est un travail en fait que je me suis amené par moi-même, puisque j'ai encore un statut salarié avec mon statut d'entreprise à côté. Et ce travail-là, je suis allé le chercher. J'ai créé en fait le service où je suis aujourd'hui. Je gère un service de recouvrement et de réclamation client. Je me suis formé, j'ai passé des diplômes sur la qualité, parce que voilà, c'était demandé aussi un moment dans mon travail. Et pour moi, ça a été très important en fait de me dire comment je vais mettre en place ce genre de choses, comment je vais appréhender ces nouveaux métiers. À chaque fois, c'était de la réflexion, c'était de la mise en situation. Et puis comme
on va dire, j'aime bien complexifier les choses. Alors, j'ai la chance d'être parent, voilà, d'être papa de 2 enfants. Je fais du bénévolat à côté en association. En 2014, je me suis dit, allez, j'arrive dans une nouvelle commune, je passe adjoint au sport. Et j'avais une grosse appétence sur la partie handicap, puisque c'est un sujet qu'aujourd'hui je connais depuis plus de 20 ans sur la pratique des personnes en situation de handicap. Je me dis, allez, je me lance là-dedans. Et je me suis peut-être lancé un peu trop fort parce que ça a plu à certaines personnes au niveau national et on m'a mis des délégations au niveau national. Donc des rendez-vous à Matignon, à l'Élysée, on rencontre le Premier ministre, président, des élus, ce genre de choses. On va travailler sur vraiment le sport pour tous, donc quelles que soient les typologies d'handicap, physique, psychologique ou autre. Et je me rends pas compte, mais mon corps, à un moment, il me dit stop. En 2017, voilà, le corps, il dit stop. Parce que je travaille, il y a la vie de famille, il y a le bénévolat, il y a la collectivité, les réunions et tout. Et on est un mercredi matin, je me rappelle, on fait la visite des équipements avec les associations. On est au mois de juin. Non, début juillet. On fait la visite des associations. La journée est plutôt bien partie, je dirais. C'est une belle journée, tranquille. On est avec les services des sports. On commence à faire notre terrain de foot, de voir ce qui va pas, ce genre de choses. Un petit peu fatigué. Je rentre le matin au bureau et je suis censé taper le rapport de la visite, en fait, tout simplement. Puis, il n'y a plus personne. On est au mois de juillet, les services sont en vacances, il n'y a plus personne à l'étage, en fait. Puis voilà, je sens que ça commence à pas aller, douleur sur le côté gauche, ça commence à empirer, plus de capacité à bouger quasiment, à parler. J'ai de la chance parce que j'ai une collègue qui passe à ce moment-là, qui voit l'état et qui demande au début si ça va. Alors, on fait forcément un peu le fier en disant oui, ça va, t'inquiète pas, c'est rien. Et puis il y a un moment en fait où on tient plus. Moi, je tombe de chaise. Je fais le réflexe de me mettre en position de sécurité quand même. J'ai assez de force pour le faire. Et la collègue, elle passe en stress. Bon, on va passer les choses. SAMU. J'arrive aux urgences à Nantes. Le cœur, en fait, quand ils prennent le battement, la fréquence, elle est de 4. Wow. Donc, comme ils m'ont dit, 1 heure de plus, en fait, et vous y passiez. Et ça, en fait, ça a créé un déclic chez moi sur le fait de me dire, mais j'ai envie de quoi ? Voilà, je peux pas me permettre, je peux pas me permettre en fait de mourir avant 40 ans, quoi. C'est mort bête, inutile, ça servira à personne. Et on entend des fois les gens dire on se tue au travail. Oui, malheureusement, on peut se tuer au travail. À ce moment-là, déjà, voilà, il y a des choses qui, au fond de moi-même, me disent ouais, allez, on arrête les bêtises. Donc, je réduis la charge, je commence à réfléchir sur ce que j'aime, ce que je veux faire, quel est le sens que je veux donner à ma vie. J'arrête pas le combat, en tout cas, sur le côté sport pour tous, parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Mais je prends de la distance, en tout cas, avec toutes ces réunions chronophages, tous ces déplacements à faire, cette difficulté qu'on a en fait à vivre pour soi-même et pour ses proches. Et les années, on va dire, se déroulent un petit peu. Je commence à arrêter la partie élue parce que voilà, c'était trop prégnant et je suis plus forcément disponible. J'ai un 2e enfant qui arrive en plus, donc voilà, on prend du temps pour soi et ça, c'est important. Et un soir d'octobre 2021, voilà, la journée au boulot, bon, voilà, c'était pas une bonne journée en tout cas. On n'est plus tout à fait dans la même vision avec mon employeur. En tout cas, sa vision à lui n'est pas la même que la mienne. Et je me dis, ouais, non, ça le fait pas en fait. Est-ce que je suis payé à ma juste valeur ? Est-ce que je suis au bon endroit ?
Est-ce que je suis moi à l'attendu de ce que je voulais être? Et c'est ça qui est très important aussi. Et le soir, je rentre, je suis un peu énervé. Je rentre à la maison, voilà, ouais, Camille, ça va, ah, c'est bon, on ne parle pas, machin, tout ça. Bon, je regarde un petit peu ce qui se passe à la maison, ce qui est normal, mais je suis pas, voilà, je suis pas dans un esprit d'écouter les autres, de ce qui se passe autour, le brouhaha du quotidien, ce genre de truc. Je monte, je m'installe devant l'ordi, j'allume l'ordinateur. Là, voilà, les petits doigts qui tapent sur l'ordinateur. Et je me mets en situation de me dire, voilà, je crée ma société. Donc là, visuellement, en fait, je vois le site de l'URSSAF parce que voilà, je regarde comment on crée une entreprise. Donc, tuto sur Internet, machin, il y a la vidéo qui tourne en même temps à côté. On entend le son. Ouais, alors, faut cliquer là, machin, ceci. Hop, je suis les choses et je crée ma micro, en fait, à ce moment-là. Ensuite, pendant le repas, je dis à ma femme, on est en train de manger, tout ça. Et entre deux coups de fourchette, à un moment, je lui dis, au fait, je viens de créer ma micro-entreprise, ça y est, je suis chef d'entreprise. Et là, voilà, elle tombe un peu dénue en me disant, ah, ben ouais, ok, mais sur quoi tu vas faire quoi? Et il y a un truc, en fait, que je faisais déjà pour les amis et pour les proches, c'était les aider sur les impôts, sur leurs finances perso, sur tout ce qui était un peu les contrats, ce genre de choses. Des choses, en fait, qui me faisaient sentir utile pour les autres. Et ça, je me dis, ok, j'adore ça. J'aime être utile. Je suis très à l'aise avec les chiffres et je suis très à l'aise avec le contact humain. Là-dessus, super, génial. J'ai un début de quelque chose. Ouais, alors là-dessus, c'est bien. Après, faut trouver quand même qu'est-ce qu'on va vendre comme service. Je suis toujours salarié, donc le temps est mon ennemi, entre guillemets. Quel moment je vais trouver entre l'emploi, la famille, le bénévolat, les engagements, pour en plus travailler et commencer à créer quelque chose. Ça fait plus de 20 ans que je suis en situation de handicap. J'ai un handicap qui fait que je dors pas énormément, ou en tout cas ça peut être très compliqué. Mais un des avantages que j'ai avec cet handicap, c'est que j'ai appris en fait à faire plusieurs choses en même temps. Et j'arrive à me focus en fait sur aussi bien suivre une conversation que en même temps rédiger un rapport ou faire autre chose en même temps. Et je me dis, ok, ça va être difficile, mais on va essayer d'y aller et on va voir si on y arrive. Donc je me dis, allez, j'ai la sécurité de l'emploi, je me donne 5 années pour lancer mon truc, pour voir si ça fonctionne. Et puis en attendant, eh ben, je vais passer des diplômes. Donc j'ai passé plusieurs diplômes, j'ai fait des heures, des centaines d'heures de formation, jusqu'à la maîtrise en finance. Ça a été difficile. Il y a eu des moments, bah, franchement, voilà, soyons clairs, hein. Moi, je suis pas, par exemple, dans le marketing. Et donc, comment on fait pour trouver des clients? Comment on fait pour les garder? Comment on construit une offre? Faire un site internet, c'est pareil, je suis pas développeur web. C'est très compliqué. Bah, y a des tutos sur internet, on va les suivre, on va aller chercher les informations, on va prendre le temps. Quand on parle aussi de réseaux sociaux, ce genre de choses, comment on raconte son histoire. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'aujourd'hui, le storytelling, on n'a plus peur d'en parler, on n'a plus peur de parler, par exemple, des copywriters, parce que c'est des métiers en fait, qui sont vraiment utiles. Moi, quand j'ai commencé, c'est pas des choses qu'on mettait vraiment en avant. Aujourd'hui, voilà, on a la chance de pouvoir avoir des professionnels qui aident, des gens avec qui on peut raconter son histoire. Et ça, je trouve, c'est vraiment une belle avancée que j'aurais aimé avoir plus tôt, en fait. Donc, il y a des moments qui vont être très compliqués. Il y a des moments où ben, on se dit ça va être un échec, on va pas y arriver. Au début, voilà, les clients, faut les trouver, c'est compliqué. Il y a des clients qui disent ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie de signer. On se rend compte que on a un métier. Alors,
je ne vais pas dire très administratif, mais très réglementé, qui nous demande beaucoup de temps sur la partie administrative par l'État. Et à côté, on se rend compte qu'il y a un mec qui fait quasiment la même chose que nous, à part que lui, en fait, il passe hors réseau parce que le gars, il fait une pub sur Insta ou il a mis un petit commentaire « Ceci n'est pas un conseil en investissement », mais en fait, il fait la même chose que nous. Et c'est là où toute la complexité, à un moment, on se dit est-ce que je vais dans le dur ? Est-ce que je vais y arriver ? Et on a un peu ce qu'on appelle la traversée du désert parce que y a un premier client, ok, mais se passe 2-3 mois où tu n'as pas vraiment de clients, tes calls ils sont pas qualitatifs, tu as plein de gens qui viennent autour en disant ouais, alors moi je peux te ramener des prospects, mais ça va te coûter tant. Ben oui, mais les gars, je me lance, j'ai pas l'argent en fait. Qu'est-ce que je peux faire dans ce sens-là pour que ça fonctionne ? Et c'est, je dirais, c'est vraiment une complexité dans le fonctionnement que j'ai connue. Et sur lequel aujourd'hui j'en fais plutôt une force parce que je me dis si j'avais abandonné à la première difficulté, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. On peut toujours faire le côté de se dire on fait l'autruche, on met la tête dans le trou et puis on verra bien ce qui se passe une fois qu'on enlève la tête, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on a envie d'y aller, ok, à un moment va falloir l'affronter le dragon en fait. Mais que tu sois en armure, que tu sois blindé, que tu rentres avec un tank ou juste avec un lance-pierre, au final, il faut l'affronter. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment la façon dont vous vous préparez pour l'affronter. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est ce côté de me dire, ok, je me donne du temps, je me forme, je m'informe, je construis un écosystème autour de moi. Je prends le temps, je fonce pas tête baissée, même s'il y a des choses que j'ai fait tête baissée. Mais en fait, chaque erreur, c'est pris, mais ça me permet de rebondir. Aujourd'hui, par exemple, j'accompagne des personnes en situation de handicap à créer leur société. Toutes les erreurs que moi j'ai pu faire, ils le feront pas. Ou ils en feront d'autres, bien sûr. Mais l'erreur, c'est humain. L'erreur, c'est quelque chose que tout le monde fait. Un enfant, avant de marcher, il tombe. Quand on fait du vélo, les premières fois, on tombe en général, mais on se remet sur selle. Et c'est ça qui est important. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un mot que j'aime bien, en fait, c'est la résilience. Il faut être résilient. Et la résilience, c'est pas juste se dire, ok, ouais, je me lève, ça va bien. Le soleil est pas très beau, bon, bah, c'est pas grave, j'accepte la journée. Non, la résilience, c'est surtout ces moments durs. La vie, en fait, on peut dire la vie, des fois, elle est chienne. Elle est pas facile. Elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, voilà, j'ai plus de 20 ans d'handicap. Il y a des jours, je peux pas me lever du lit. C'est pas grave. Il y a des choses qu'on peut faire. Ça m'empêche pas de prendre un ordinateur, de bosser. Ça va pas m'empêcher de prendre un livre et de lire, d'apprendre. Ça va pas m'empêcher de me dire, voilà, la journée, elle passe. La journée, elle va être belle. Faut pas s'arrêter à sa première difficulté. Et la résilience, en fait, on la vit aussi à travers des gens qu'on aime. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je m'étais arrêté, en fait, à ces moments qui étaient très durs, en fait, voilà, j'aurais privé les miens aussi de quelque chose d'important. On ne prive pas un enfant d'un père parce que il y a un jour, voilà, on se lève, on n'est plus dedans, on n'est plus en état de faire, la vie sera plus difficile, et la vie, elle sera difficile tous les jours, en fait. Et donc, plus vous vous armez, plus vous vous préparez, plus ça sera facile de subir des échecs, de subir des difficultés, et de faire en sorte que ces échecs, ces difficultés, vous allez les transformer en réussite. Voilà. Moi, j'ai des moments où mon fils, par exemple, il me dit, mais je comprends pas, tu travailles en journée, tu travailles le soir, tu travailles le week-end. À quel moment tu as du temps pour nous ? Et donc, on co-construit en disant, ok, là, d'accord, je travaille trop travailler, ça a été un AVC, ça a été ça, et donc, comment je fais en sorte d'avoir un écosystème
qui correspondent à mon attendu, mais aussi à l'attendu des gens qui nous entourent. Ça, c'est important. On va souvent avoir ce côté de se dire, bah voilà, on voit comme sur LinkedIn les entrepreneurs qui se vantent de faire 10K par mois, machin, tout ça, on le voit. Moi, je vais être franc, aujourd'hui, j'arrive à peu près à me sortir un SMIC par mois avec mon activité, ce qui est déjà bien, j'en suis satisfait. Alors, ça permet pas de vivre, d'accord, mais je me dis, c'est une progression. Si j'étais là en train de me dire, ouais, ok, bah non, j'arrive pas à faire les 10K comme les autres, ah là là, c'est une catastrophe, j'abandonne. Non, c'est pas ça. C'est d'accord, j'ai mis les premières pierres à l'édifice. Ouais, c'est difficile. Et je vais me battre. Pourquoi je vais me battre? Parce que mon souhait à moi, c'est que l'éducation financière, ça arrive dans tous les foyers. C'est que les gens avec qui je travaille, leurs enfants soient éduqués. C'est le fait de me dire, ok, j'ai envie d'être mon propre patron, donc je me donne mes moyens. C'est moi qui décide. Et si c'est moi qui décide, c'est à moi de faire en sorte d'y arriver. C'est pas à celui qui est à côté de moi, c'est pas au voisin de faire à ma place. C'est à moi d'y arriver, c'est à moi de me donner les moyens. Et ça, c'est très important. On a des moments difficiles. Là, j'ai passé 5 très bons mois, par exemple, en début d'année. Après les élections européennes, on a senti économiquement, financièrement, c'est très compliqué aujourd'hui en France. Et je suis passé de 20 calls par mois à 5 en juin, 0 en juillet. Psychologiquement, c'est super dur. Là, je vois que ça commence à reprendre. En une semaine, j'ai déjà 5 réservations. Donc, je me dis, si j'avais fait le côté, on va dire, si je m'étais arrêté en me disant, OK, il n'y a plus rien, c'est mort, c'est fini, j'aurais fermé la porte. Non. Ces gens-là, en fait, ils te montrent qu'il y a des moments qui vont être difficiles, mais que si tu es résilient, si tu as envie, si tu te donnes les moyens, ça va fonctionner et il n'y a pas de raison. Moi, je suis vraiment sur un domaine qui est ultra concurrentiel. La finance, c'est ultra concurrentiel. Vous avez les banques, vous avez plein de personnes, on va dire, aujourd'hui qui en font. On parle beaucoup que la finance a été ubérisée. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut devenir coach, machin, ceci, cela. Je gère bien mes finances. Allez, je vous fais un truc sur Insta, sur TikTok. Et regardez, j'ai bien géré mon budget, je peux vous parler de finances. Pour moi, ça va au-delà. Parler finance, oui, il faut parler de finances, il faut que ça se démocratise. Et moi, ce que je mets toujours en avant, il faut que l'éducation financière, ça soit quelque chose qui soit dans les foyers. Il faut que les parents parlent d'argent avec leurs enfants, c'est super important. N'ayez pas peur, les enfants ne sont pas bêtes, ils vont comprendre pourquoi vous avez des difficultés. Pourquoi pour Noël, le gamin, il n'a pas le cadeau qu'il attendait. Pourquoi vous faites des sacrifices pour vos enfants. Pourquoi vous êtes obligé de vous habiller à Emmaüs. Pourquoi l'enfant ne mange pas à sa faim. Pourquoi il n'a pas les dernières chaussures comme ses copains au collège, ce genre de choses. Plus on parle, plus on éduque, plus on met ça sur la table, plus on fera des foyers heureux. Chaque foyer doit avoir sa propre gestion. Et chaque foyer est unique en lui-même. Pour moi, c'est vraiment important et c'est ce qui m'a vraiment permis de rebondir, c'est que cette résilience a fait en sorte que j'abandonne pas. J'aurais pu abandonner un moment, j'aurais pu laisser passer les choses. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, voilà, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes déjà. J'ai encore des gens aujourd'hui qui sont plus clients, qui m'invitent au resto. J'ai des gens, en fait, c'est devenu quasiment des amis. Il y a des gens avec qui mon fils, mon petit dernier, ils jouent avec leurs enfants. Et ça, le fait de voir les gens avec le sourire, de voir les gens, en fait, qui te recommandent, de se dire, j'ai bien fait le travail. Je suis à l'attendu de la personne, en fait. Et ça, pour moi, en fait, ça a plus de valeur encore que le côté pécunier. Parce que
on doit manger, on doit vivre, ce qui est normal de notre travail. Mais le fait de rendre quelqu'un heureux d'une prestation, c'est le plus beau des cadeaux, en fait. Moi, c'est ça que je trouve magique. Et pour moi, c'est la plus belle réussite. Quand je vois mon fils qui a 5 ans, qui va jouer avec les enfants d'un client, et que ça super bien, et qui dit, bah, voilà, ton fils, il peut revenir quand il veut à la maison, tu te dis que tu n'es même plus dans une relation en fait, commerciale avec la personne. Tu as fini ton travail, tu n'es plus dans la relation commerciale, il te réinvite chez lui, en fait, parce que ça se passe bien. On est sur de l'humain, on a créé quelque chose, une osmose. Et les mots sont très importants aujourd'hui dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup, en fait, dans cette possibilité d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ça, Mohamed. C'est que les mots ont beaucoup de poids. Les mots sont importants. Et il faut réfléchir, il faut penser que chacun a sa propre instruction, que chacun a son propre passé, sa vision, et qu'il faut adapter son discours à la personne qu'on a. Parce que ça, c'est important. On peut dire à quelqu'un quelque chose qui ne sera pas perçu par l'autre à côté de la même façon. Les mots peuvent être blessants, les mots peuvent tromper. Et moi, je trouve que c'est important parce que je suis très à l'aise à l'oral, je suis dyslexique, donc l'écrit est très compliqué pour moi. Ça fait partie des handicaps. Et aujourd'hui, le fait de le dire à l'écrit, j'ai pas l'impression qu'on perçoit la même chose qu'à l'oral. À l'oral, vous avez l'expression du visage, vous avez les mains, vous avez le corps qui parle, c'est un tout. Le fait d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous aider en disant non mais attention, regarde, ton histoire, tu dois l'écrire comme ça, tu dois utiliser tel mot à l'écrit, c'est une vraie force. Franchement, c'est une vraie force. Donc moi, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir des professionnels qui peuvent nous aider là-dessus et cette approche qu'on a très humaine en fait. Voilà, on est dans de l'humain. Et l'humain, c'est ce qu'il y a de plus beau au final. Ouais, absolument, merci Camille. Merci pour tes mots, merci pour ton partage. Franchement, j'ai été accroché du début à la fin. Effectivement, tu as une capacité à t'exprimer à l'oral qui est extrêmement agréable. C'était vraiment chouette de t'entendre. Maintenant, je vais partager avec vous une petite astuce, un petit tips, un petit truc sur le storytelling qui va pouvoir vous être utile en rebondissant sur ce que tu viens de nous raconter, Camille. Il y a une question qu'on me pose souvent en storytelling, c'est est-ce que je dois parler de ma vie perso pour mettre en avant le pro? Et moi, j'ai un point de vue qui est très très tranché là-dessus. C'est que pour moi, si vous êtes un professionnel, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes aligné avec votre why, en fait, votre vie perso vient nourrir votre vie pro. Et en fait, ça serait dommage de ne pas en parler. Aujourd'hui, Camille nous a raconté son histoire, comment est-ce qu'il accompagne les gens sur le côté financier de façon très très pro. Mais tout ce qu'il vient de nous raconter, ça fait partie de son histoire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut accompagner les gens de cette manière-là. Parce qu'il y a eu des événements dans sa vie, parce qu'il y a eu des choses fortes, des choses qui ont été un petit peu dures, mais qui sont personnelles et qui viennent nourrir le professionnel. Et donc, pour répondre à cette question-là, moi, le conseil que je vous donne vraiment, c'est nourrissez votre discours professionnel avec des éléments personnels parce que c'est ce que vous êtes en fait. Et c'est ce que les gens veulent voir en plus. Donc, merci encore à toi, Camille. Tu as eu l'occasion de nous raconter ton histoire en ayant du temps. Si tu devais nous dire ce que tu fais en une phrase, voilà, dans un contexte où, par exemple, tu dois expliquer assez rapidement ou tu dois pitcher, comment est-ce que tu pourrais nous raconter ça? Alors, c'est toujours difficile, hein, c'est des choses qui sont complexes, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que mon idée, en fait, pour moi, aujourd'hui, mon why, si on peut dire, c'est que chacun, chacune puisse vivre ses propres rêves, en fait, avec son argent, avec ce qu'il possède. C'est ça. Vivre ses rêves, sa passion, ses envies, ses objectifs,
avec son argent. Et je suis là pour les aider en fait. Eh ben, écoute, c'est extra que que tu puisses aider les gens. Et du coup, si les gens veulent te contacter, voilà, quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait faire appel à toi, demander des conseils, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je possède un site internet, Mhm. donc camiservice avec un s.fr. Ok. Et dessus, voilà, il y a pas mal de. Alors, il y a beaucoup de tips aussi, je donne beaucoup d'infos, toujours dans le partage, toujours dans la bienveillance. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Et dessus, vous avez possibilité de prendre rendez-vous gratuitement avec moi pour qu'on échange justement sur vos besoins. Ok. Est-ce qu'il y a un prérequis pour prendre rendez-vous avec toi ou n'importe qui peut? N'importe qui, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, je donne du temps aux gens justement pour échanger. Il y en a certains, des fois, ils ont juste une petite question, fiscalité ou autre. Ça a permis à certains, en fait, des fois, de débloquer des petites situations. L'idée, voilà, c'est de pouvoir aider son prochain aussi. Chouette. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, on peut me retrouver alors sur LinkedIn avec mon nom et mon prénom, Camille Autrusso. Sur Instagram, c'est Camille Service, donc avec un S 44. Et j'ai entre guillemets une petite chaîne YouTube sur laquelle il y a quelques petites vidéos d'information. Camille Service aussi, avec un S. Eh bah top. Du coup, je vous invite à aller suivre Camille et ne vraiment pas hésiter à entrer en contact avec lui. C'est quelqu'un de très humain et j'ai eu un grand plaisir à te recevoir aujourd'hui, Camille. Bah, Merci merci à beaucoup toi. d'avoir accepté cette invitation et de m'avoir fait confiance au début de ce podcast parce qu'il n'y a pas encore d'épisode qui était sorti, enfin qui est sorti au moment où on tourne cet épisode-là. Donc, je te remercie infiniment de ta confiance et d'avoir eu le courage, entre guillemets, de nous partager ton histoire. Bah, merci à toi en tout cas, c'est un vrai plaisir aussi. Merci.